Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 23 ans. Vous me connaissez peut-être sous le nom de Je ne suis pas jolie. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de parentalité, de façon libre et éclairée, dans le nid. Le nid, c'est un endroit intime, où il n'y a pas de vérité ni de jugement. On partage simplement, avec bienveillance, sur ce sujet si controversé qu'est la parentalité. Pour cet épisode hors série, je reçois quelqu'un que je connais bien, mon mari. Samuel est devenu papa de Gaspard il y a maintenant 20 mois. Plus qu'une vocation, devenir père a changé sa vie et son quotidien. Il nous raconte sa vision de la paternité et comment ce nouveau rôle a modifié toutes ses perspectives. Bon, pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que moi je te connais un peu, est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Samuel, j'ai 23 ans, je suis papa depuis 1 an et demi maintenant, enfin 19 mois. Et j'ai commencé des études de médecine après le bac que j'ai arrêté en fait pour devenir père au foyer. Je m'occupe toute la journée de Gaspard jusqu'à que tu rentres du travail. Est-ce que ça a été une décision qui te paraissait envisageable avant la naissance de Gaspard ? Avant la naissance de Gaspard, franchement non. Jamais je me serais imaginé père au foyer. Jamais j'aurais pensé que c'était possible de le faire déjà en termes d'organisation, financièrement et tout. Et en plus de ça, jamais je me suis projeté là-dedans en fait. Je me suis jamais dit être un père, ça peut être ça aussi quoi. À quel moment pour toi ça a été envisageable ? À quel moment est-ce que tu t'es dit que tu avais envie de le faire ? Je pense que c'est quand j'ai décidé déjà d'arrêter la fac, quand j'ai réalisé que c'était pas fait pour moi et que ça me plaisait pas. Il y a eu un moment où je me suis posé la question, mais en fait du coup, qu'est-ce qui te plaît ? Et quand j'ai réussi à répondre à cette question en me disant en fait ce qui te plaît c'est de t'occuper de ton fils, de t'occuper de ta femme, de t'occuper de chez toi, de t'occuper de tout ça, et c'est là que je me suis dit en fait pourquoi pas quoi. En fait t'as pas arrêté la fac de médecine et tes études pour être père au foyer, Non. Tu as arrêté tes études parce que j'étais pas épanoui dedans en fait, parce que je ramais chaque année, j'avais des rattrapages, j'arrivais pas à me motiver en fait, j'arrivais pas à me motiver à bosser parce que je pense qu'au fond ça me plaisait pas et voilà, je l'ai fait parce que inconsciemment je pense que je me suis un peu senti sur ce chemin-là un peu poussé quoi, donc au final au bout d'un moment quand on fait pas les choses par vocation, on les fait mal, on les fait pas bien et puis ça nous rend pas heureux, donc j'ai eu la chance de pouvoir prendre le temps de me poser la question est-ce que tu veux faire ça de ta vie ou pas, et c'est à ce moment-là que j'ai pu réfléchir et me dire en fait on va arrêter là, ça sert à rien. À quel moment est-ce que tu t'es rendu compte que c'était pour toi la bonne décision ? Franchement au quotidien, même encore aujourd'hui, il m'arrive d'avoir des questions de gens qui me disent mais est-ce que tu regrettes pas, et en fait jamais une seule seconde j'ai regretté. Donc c'est pas un moment précis où je me suis dit ah ouais c'est bon, je sais que j'ai pris une bonne décision, mais en fait chaque jour où je vois que je regrette absolument pas ma décision et que je suis très heureux et que le soir je me couche avec la banane, le matin je me lève avec la banane, en fait c'est au quotidien je sais que c'était pas une mauvaise décision, que c'était une bonne décision. Est-ce que tu arrives à déterminer précisément ce que devenir père a changé en toi ? Tout. En fait, je crois tout. Je pense que la première chose que ça te fait faire, ça te fait mettre en perspective la relation que tu as avec les autres, et en particulier tes parents. Parce que vu que toi-même tu deviens parent, au final, tu mets en perspective, tu compares, mais tu essayes de prendre le bon, de pas faire ce que tu as estimé être pas moins bon. Tu réfléchis un peu en relation avec ce que toi tu as vécu. Donc d'un côté, il y a ça, puis de l'autre côté, il y a tout simplement le rapport aux autres, en fait, que moi je trouve j'arrive beaucoup mieux à interagir avec les gens maintenant, grâce à Gaspard en fait, grâce au fait que au quotidien avec Gaspard j'interagis d'une certaine façon où j'essaye d'être le plus ouvert, le plus tolérant, le plus apaisé, le plus positif possible et le plus respectueux. Au final de faire ça avec ton enfant, forcément tu le fais par habitude avec les autres, et puis ça améliore tes rapports sociaux, tes rapports aux autres en fait, je pense. Est-ce que tu te souviens comment tu t'imaginais papa avant qu'on aborde tous les sujets autour de la parentalité, tout ça ? Je me souviens pas d'une image très définie parce que je pense que j'y avais pas énormément pensé, mais de ce que j'avais imaginé, je m'imaginais pas comme je suis aujourd'hui. Déjà, je m'imaginais absolument pas comme je te disais, père au foyer, mais surtout je m'imaginais en fait dans ce que l'inconscient collectif a l'air de vouloir que soit un père quoi, c'est-à-dire personne un peu dur, enfin pas dur mais voilà, sévère, autoritaire, qui impose des règles
Là où la mère, elle est vue plutôt comme le réconfort et tout, tu vois. Mm. Le truc très classique et très archaïque pour moi, mais c'est vrai que j'avais un peu imaginé que voilà, un père, ça devait être autoritaire, quoi. Mais c'est assez marrant parce que, quand même, ça fait 8 ans qu'on est ensemble, et dans notre couple, tu n'as jamais eu cette... Je t'aurais jamais imaginé papa comme ça. T'as jamais été quelqu'un de dur, tu es quelqu'un qui supporte pas les cris, qui supporte pas l'injustice, qui supporte pas l'autorité abusive. C'est Je veux clair. dire, face à tes entraîneurs quand tu faisais du rugby, face à tes profs. Donc c'est vrai Ouais. que c'est assez ambivalent parce que oui, toi tu as eu sûrement ce modèle de père, mais en tant qu'homme déjà, Ouais. t'étais vachement à lutter contre ça. C'est vrai, mais en même temps, j'ai lutté contre ça parce que je pense que le fond de tout ça, c'est le sentiment d'injustice qui a toujours été un truc qui était terrible à gérer pour moi. Et en fait, je pense que j'avais pas vu le rapport parent-enfant comme une relation potentiellement de domination en fait du parent, et je m'étais toujours dit c'est normal en fait, c'est comme ça que l'enfant il va apprendre, qu'il va évoluer et tout. En fait, j'ai dû déconstruire cette normalité que je pensais juste, et que j'ai compris qu'en fait il y avait pas mal d'injustices dans toutes ces normes préétablies, et j'ai déconstruit tout ça pour ensuite aller vers quelque chose qui me correspondait plus. Donc j'imagine qu'en plus, si j'avais pas fait ce travail-là, j'aurais été vraiment malheureux et en contradiction avec moi-même toute ma parentalité, quoi. T'as pas du tout eu l'éducation qu'on donne à Gaspard, moi non plus. Mais pourtant, je trouve que de nous deux, t'es celui qui, pour moi, a le moins de mal à fonctionner différemment. Comment est-ce que tu gères les situations qui sont compliquées, sachant que toi, t'es au quotidien avec lui? Comment tu arrives à ne pas crier alors qu'on t'a toujours crié dessus? Comment t'arrives à faire ça, en fait? Bon, après, même si effectivement j'ai eu plein de violences éducatives ordinaires étant enfant, et c'est vrai que mes parents ils ont beaucoup crié, et voilà, ils ont été dans une démarche respectueuse, mais en même temps très violente, il faut le dire. De toute façon, les violences éducatives, elles sont violentes par définition. Mais c'est vrai que le cri, tout ça, je l'ai tellement détesté enfant, que je pense que c'est vraiment impossible pour moi. Je crois que j'ai vraiment jamais crié. Tu me corriges si je crois que j'ai jamais crié sur Gaspard. Jamais. Entre nous aussi. Entre nous, ça arrive. Mais sur Gaspard, je crois que ça m'est jamais arrivé, parce qu'en fait, ça vient jamais. J'ai jamais envie de lui crier dessus, en fait. Donc, quand il y a des situations compliquées, mais je sais pas. Il n'y a pas ce réflexe-là que tu inhibes. Voilà. C'est pas un réflexe où je me dis « Oula, faut pas crier parce que sinon... » En fait, ça vient pas. Enfin, je veux dire, j'ai jamais envie de lui crier dessus. J'ai jamais envie de lever la main sur lui. J'ai jamais envie de le punir. Parce qu'en fait, je pense qu'au fond, c'est naturel de pas faire tout ça. Au fond, ce qui est naturel, c'est de tolérer la différence de l'enfant, de tolérer sa construction cérébrale à l'instant où il est, quoi. Enfin, je veux dire, il n'est pas prêt pour comprendre la plupart des attentes qu'on a de lui et les attentes de la société. Et je pense que le plus important, c'est de se mettre à son niveau, en fait. Et donc, quand on se met au niveau de l'enfant, il n'y a rien qui fait crier, il n'y a rien qui énerve. Ouais, mais tu vois, paradoxalement, aujourd'hui, on sait scientifiquement que quand on vit des violences étant petit, ça s'inscrit très profondément dans notre construction même cérébrale, entre guillemets, et qu'il y a des réflexes qui parfois sont incontrôlables, entre guillemets, ou ne nous appartiennent pas. Alors c'est pas fataliste, dans le sens où c'est pas définitif, et qu'aujourd'hui on sait qu'on peut réapprendre, et heureusement, parce que le cerveau est plastique. Tu vois, si tu avais quelque chose à dire justement à un parent qui, pour lui, n'arrive pas à aller au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il sait qu'il n'a pas envie de crier, qu'il sait qu'il n'a pas envie de reproduire ses violences, mais qui a du mal à faire autrement, et c'est son premier réflexe. Première chose à faire, pour moi, c'est une grande inspiration, voire 2, voire 3, où vraiment, on ne fait que respirer. On se concentre sur sa respiration, on se pose, et après on se pose la question, là, qu'est-ce qui me dérange ? Moi, quand Gaspard il renverse un verre par terre, ou quand il casse quelque chose, ou quand il jette ses jouets, il le fait, je veux dire, c'est normal. En fait, je me dis, là, en vrai, qu'est-ce qui me dérange ?
Ça me dérange que ce soit sale parce que je vais devoir nettoyer. Ok, bah Gaspard, on prend la serpillière ensemble, on va nettoyer ensemble. Ça me dérange parce que t'as cassé un verre. Ok, bah c'est ma responsabilité en tant que parent de lui donner quelque chose qui se casse pas pour que j'ai pas ce problème-là. Ok, ça me dérange parce que t'as renversé tes jouets et donc il va falloir tous les ranger. Eh ben, on va les ranger ensemble. Ce soir, on prendra un temps, on rangera tous les jouets, tous les deux, comme ça. La prochaine fois, bah, peut-être que tu rangeras de toi-même ou peut-être que tu réessayeras 10 fois avant de ranger toi-même. Mais ce qui compte, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui me dérange au fond de moi? Comme ça, en fait, on trouve une solution pour régler le dérangement plutôt que juste l'exprimer. Tu veux dire Parce ton que, besoin, en fait, ouais, derrière à toi. le besoin, c'est ça. Moi, j'ai des besoins comme un enfant. Gaspard, il a des besoins de tester. Qu'est-ce que c'est la gravité? Tiens, si je mettais le contenu du verre par terre pour voir ce que ça fait quand l'eau s'écoule, quoi. C'est des besoins. Et ben moi, j'ai des besoins aussi. J'ai besoin que ce soit propre, que ce soit rangé. J'ai besoin qu'on évite de casser toute la vaisselle. Mais tous ces besoins-là, ils peuvent cohabiter, en fait. Il faut juste qu'on communique tous les deux et tous les trois pour qu'on puisse faire cohabiter tous ces besoins-là dans la tolérance de chacun. C'est-à-dire que les miens ne priment pas sur les siens, mais les siens ne priment pas sur les miens non plus. Oui, complètement. Et ça demande, comme je disais, tu vois, de la déconstruction de ce qu'on pense avant. Et pour les parents qui ont du mal à gérer ça, moi, je dirais surtout souffler un bon coup avant. Dites-vous, en fait, là, quel est le besoin? Voilà, quel est le besoin qui m'appartient à moi et qui veut s'exprimer par la colère, qui veut s'exprimer par le cri. Et ensuite, des solutions de communication avec l'enfant, c'est-à-dire on se met à sa hauteur, moi je me mets à genoux, je m'assois avec lui, je lui explique, là, moi, j'ai besoin de ça, là, moi, j'ai eu peur, ça me dérange. Et après, on trouve une solution ensemble. Mais si on est sur un ton accusateur et sur un ton violent, en fait, nous, ça va pas nous aider parce qu'on va pas exprimer notre besoin, et lui, ça va pas l'aider parce qu'il va pas comprendre. Est-ce que tu trouves que notre relation de couple, elle a évolué depuis l'arrivée de Gaspard? Bah forcément, ouais. Elle a évolué parce que maintenant on n'est plus deux, on est trois. Ça change tout. Et en même temps, bah, l'essentiel, il est toujours là. Je pense que notre couple, il est fondé sur des fondations solides et qui ont été là depuis le début. Et en fait, l'arrivée de Gaspard, pour moi, ça remet pas, ça rase pas les fondations et on refait un truc. C'est juste, pour moi, on structure la maison, quoi. Tu vois? Genre, on a fait nos fondations, on a fait une jolie petite maison, mais là, à l'arrivée de Gaspard, on a refait la maison à neuf. Et maintenant, c'est une nouvelle maison qui a une âme, quoi. C'est un truc, un foyer, en fait. Et on est passé de couple à foyer. Et je trouve que ça a magnifié notre relation parce que on a découvert des nouvelles facettes de l'autre. Et bah, c'est chouette de pouvoir encore découvrir des nouvelles facettes de l'autre. Et puis, on a fait face à des nouveaux défis. Et c'est pas forcément rigolo tous les jours d'être parent, mais ces nouveaux défis-là, c'est de l'expérience en plus pour notre couple et des solutions à trouver en plus pour notre couple, et donc plus de partage, plus de communication, donc que du plus, quoi. C'est quoi le plus dur selon toi? Je pense que c'est de faire confiance à 300% à l'autre, qu'il est tout autant capable que toi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, des fois, j'ai peur que ce soit pas fait comme moi je le fais, quoi. Tu vois, avec Gaspard, des trucs à la con, mais tu vois, genre... oui, mais pas qu'avec moi, d'ailleurs. Pas qu'avec toi, avec tout le monde, mais c'est vrai que forcément, le conjoint, il participe le plus à la vie avec l'enfant, et donc, voilà, il y a plein de choses qui sont difficiles à gérer en termes de... Bah ouais, on peut faire différemment, même si on est les deux parents du même enfant et que ça se passe bien des deux façons, quoi. Si tu avais un couple d'amis, là, futurs parents, si tu devais leur donner 3 conseils, tu leur dirais quoi? On peut dire des prénoms ou pas? Mathilde, Loïc, si vous passez par là. Non, je rigole, pas de pression. Si je devais donner 3 conseils à Mathilde et Loïc, du coup, les pauvres, je dirais restez le couple que vous étiez avant et faites-vous confiance. C'est-à-dire, soyez une équipe. Ensuite, informez-vous au maximum sur, bah voilà, ça s'apprend à être parent. C'est pas une acquisition autonome comme ça, on claque des doigts parce qu'il y a un enfant qui est arrivé, on est parent, et c'est super, ça s'apprend. Il y a plein d'informations, il y a plein de bouquins. Essayez de faire le maximum pour que quand votre enfant il arrive, vous vous sentiez prêt. On n'est jamais prêt, mais au moins on se sent plus ou moins prêt, et ça c'est chouette. Et 3e conseil, profitez, quoi. Profitez à fond des moments les plus infimes possibles.
des secondes des fois et des journées entières des fois, mais profitez à fond de pouvoir partager des moments avec votre enfant, quoi. Est-ce que le regard des gens et de la société sur le rôle que tu as de papa au foyer, en fait, est-ce que pour toi il est pesant? Non. Non, mais parce que comme je te disais, j'ai toujours été animé par ce sentiment d'injustice et j'ai toujours voulu dire non, non, ça c'est mort. Et en fait, bah, c'est injuste que les pères puissent pas être pères au foyer. En vrai, je suis désolé, mais pour moi, je l'ai pas fait pour ça, mais je le revendique parce que pour moi, être père au foyer aujourd'hui, c'est quasiment un militantisme, quoi. C'est dire, bah ouais, on est tous capables, en fait. Ce qu'on a entre les jambes, ça a jamais changé ce qu'on a dans la tête. Et ça, en fait, le jour où les gens ils vont comprendre que bah, un père peut être père au foyer, qu'une mère peut être entrepreneuse et que ça peut très bien se passer, et inversement aussi, bah, ce sera un grand pas dans notre société. Donc non, le regard, il est pas pesant parce que moi, je suis bien content de pouvoir revendiquer ça, quoi. Est-ce que ça t'est arrivé de te sentir exclu parfois dans notre relation avec Gaspard, notamment à cause de l'allaitement, du fait qu'on dorme ensemble, tout ça, bon, même si tu dors avec nous, mais est-ce que le fait ce qu'on appelle le maternage proximal, est-ce que tu t'es senti exclu? Je me suis pas senti exclu, je me suis senti jaloux parfois. J'avoue que des fois, tu te dis, putain, quand même, si je pouvais lui donner l'essence, ce serait pas mal, quoi. On pourrait faire... Enfin bon, ce serait chouette, quoi. Mais bon, en même temps, chacun a ses prérogatives et c'est beau à voir, ces moments que tu partages avec lui aussi. Je me suis jamais senti exclu, mais c'est vrai que des fois, tu te dis, ah, quand même, c'est beau, une relation mère-enfant. Et ça n'empêche pas qu'une relation père-enfant, c'est très beau Oui. aussi. Et en fait, Moi, je me dis aussi la tu même te dis, chose. Hein. je me suis senti exclu par du maternage proximal, mais moi, je fais du paternage proximal, donc ça me dérange beau. pas plus que ça. C'est beau. Selon toi, c'est quoi le plus difficile à mettre en place dans une démarche d'éducation respectueuse, non violente? Qu'est-ce qui est pour toi le plus dur, ou en tout cas le point sur lequel tu as le plus de mal à lâcher prise? Je dirais deux choses. Première chose, la façon, le comportement de ton environnement et des gens qui interagissent avec ton enfant. C'est-à-dire que toi, normalement, voilà, quand tu es dans une démarche comme ça, au quotidien, quand même, tu es plutôt rodé, quoi. Tu vois, petit à petit, tu as tes réflexes, ça se passe globalement correctement, quoi. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de défi, mais globalement, ça se passe bien. Et la chose que j'ai du mal à gérer, moi, c'est, voilà, quand est-ce qu'il faut dire, là, non, tu fais pas ça avec mon enfant, tu vois. Là, je suis pas d'accord. Là, j'interviens parce que ce que tu fais, je trouve que c'est violent et c'est pas forcément facile de trouver le ton, de trouver le moment. Quand est-ce que je peux dire ça? Est-ce que je le dis avant? Est-ce que je le dis pendant? Est-ce que je le dis après? Est-ce qu'à chaque fois que je rencontre une nouvelle personne qui va être en interaction avec mon enfant, je lui fais la liste des choses qui me dérangent pas? Enfin, c'est compliqué, quoi. Tu vois? Donc ça, c'est un des trucs les plus compliqués. Et après, la gestion de la fatigue, quand même, est globalement le plus gros facteur de risque pour moi de comportement violent avec un enfant, quoi. C'est pour moi le manque de sommeil. C'est le manque de sommeil, mais même la gestion de la fatigue psychologique. C'est-à-dire qu'à la fin d'une journée, je trouve que quand même le cerveau, il est vraiment, il a brassé toute la journée. Et à la fin, bah, des fois, c'est compliqué de réagir comme tu le veux au fond. Du tac au tac. Donc c'est vrai que la gestion de la fatigue et la gestion de la longueur de tes journées fait que des fois ça peut être un défi, mais bon, ça se règle, ça se gère facilement. En passant le relais. En passant le relais, en soufflant un petit coup, en allant faire un peu de musique, en allant courir. Toi, depuis que Gaspard il est tout petit, t'as énormément porté Gaspard en écharpe. Quel lien est-ce que tu entretiens avec le portage? Est-ce que tu as eu l'impression que ça rattrapait, entre guillemets, la grossesse? Ou moi, je portais Gaspard pendant 9 mois. Est-ce que tu as eu ce sentiment-là? Ouais, déjà, il y a eu ça. Il y a eu le fait que toi, tu l'as eu pendant 9 mois rien que pour toi. Et j'avais un peu envie de partager ça. Et il y avait aussi le fait que avec l'allaitement, au début, c'est vrai qu'il était quand même
globalement contre toi 20 heures sur 24. Donc ça rattrape un petit peu, en tout cas ça permet d'équilibrer les choses. Et après c'est vrai que le portage pour moi ça a été surtout, et je pense pour toi aussi, tu me corriges si je me trompe, mais ça a été un grand aide quand même pour que toi tu puisses souffler. Parce que c'est pas forcément facile quand on décide d'allaiter, de faire du cododo et tout, d'avoir un petit peu de temps pour toi pour soi quand on est maman. Et c'est vrai que le portage, moi je pense que ça a permis ça. Puis moi ça m'a permis de porter Gaspard, de m'en occuper une fois que toi t'es retourné au boulot, tout en pouvant faire des choses. C'est à dire qu'au début, vu qu'il dormait contre moi en écharpe, je pouvais quand même m'occuper de la maison, faire le linge, la cuisine, les lessives, les machines, machin, enfin ça m'a permis quand même de pas perdre mon temps entre guillemets. Et puis voilà, le portage c'est pour moi c'est tellement chouette de pouvoir prendre ton enfant puis aller randonner en montagne machin, sans te poser la question est-ce que la poussette elle va passer machin et tout, de pouvoir aller n'importe où quand tu veux, que ça rentre dans un sac à dos, que t'as rien à faire d'autre que de te le mettre sur toi. C'est vraiment pour moi La liberté. un essentiel quoi. Comment est-ce que la société pourrait, selon toi, donner davantage de place aux pères dans l'éducation des enfants ? Pour moi, il est essentiel que les congés parentaux soient égaux. C'est pas actuellement ce que c'est la législation, je crois que ça dépend des... C'est 3 mois pour les mères et 15 jours pour les pères. Voilà, donc pourquoi ? Parce qu'on estime que la mère, elle a besoin d'allaiter l'enfant. L'OMS recommande l'allaitement jusqu'à 2 ans 6 mois de façon exclusive et 2 ans ensuite de façon diversifiée. Donc autant être cohérent jusqu'au bout, mettre 6 mois à la mère si c'est ça la politique. Si c'est pas ça, ça n'a aucun sens, donc on fait 3 mois pour tout le monde. Ou alors on fait 15 jours pour tout le monde, tant qu'à faire. Voilà quoi. Mais que ce soit égal, parce que je trouve que c'est pas un argument qui est pour moi valable, et puis ça me dérange parce que je pense que ça permettrait aussi à beaucoup de mères de pouvoir souffler un peu quoi. Parce que 15 jours c'est rien quoi. C'est 15 jours, un bébé de 15 jours, enfin je veux dire c'est une crevette, il peut rien faire, enfin je veux dire un peu cher quoi. Il a besoin d'avoir ses parents, et la maman souvent de 15 jours à 3 mois, c'est elle qui est H24 avec l'enfant, et elle peut pas souffler, elle a pas le temps de... Voilà, enfin je crois, hein. Donc moi je pense que ce serait juste pour les mères que les pères puissent les accompagner dans le congé parental en fait, et qu'ils puissent faire un congé parental tous ensemble. Pour les bébés et pour les parents, pour les bébés aussi. Rallongeons les congés parentaux, parce que même 3 mois c'est aberrant. 3 mois c'est aberrant quand on voit, rien que par rapport à l'allaitement, les recommandations, mais quand on voit le besoin relationnel d'un enfant de 3 mois, c'est aberrant. Est-ce que tu as l'impression, comme souvent on te le dit, et souvent les arguments autour de nous, on nous dit « Oh là là, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que votre enfant est dans une bulle, hors de la réalité ?» Qu'est-ce que tu aurais envie de répondre à ça ? Que je sais pas de quelle bulle on parle, mais enfin je veux dire, la seule bulle que je vois moi, c'est celle que tout le monde se met tous les matins en allant au boulot, en allant machin, à se mettre un casque sur les oreilles, à rester dans son coin, à pas oser aller parler aux gens et tout. Moi mon fils, je vais au parc avec lui, il va discuter avec tout le monde, il va voir tout le monde, il emprunte les jouets des autres enfants, il prête ses jouets. Enfin, il prête plus ou moins ses jouets selon l'amour qu'il a pour le jouet en question, mais en gros, il est très interactif. Il va voir tout le monde dans la rue. Là, on commence à avoir des copains réguliers avec qui il partage pas mal de bons moments. La famille, il adore. Il a des relations tout à fait particulières avec ses grands-parents que je trouve super chouettes. Il a des tatas et des tontons en or. Il les adore. Quand quelqu'un vient chez lui, il montre tous ses jouets, il montre tout. Pour moi, en fait, ce sont plutôt les autres qui se mettent ces bulles-là, ces contraintes-là sociales, et qui n'osent pas forcément aller vers les autres. Et moi, j'estime que justement, avec cette approche-là qu'on a avec Gaspard, j'espère que lui, il va pas avoir cette bulle-là, et que ça va lui permettre d'éclore de façon complètement ouverte vers les autres, quoi. Plus récemment, tu as décidé de partager une partie de votre quotidien sur Instagram, alors que tu n'étais pas du tout réseaux sociaux. Non. J'avais pas de compte Instagram d'ailleurs. Non. Mais alors, qu'est-ce qui a motivé cette décision ? Plusieurs choses. La première chose, je pense que c'est par souci de partager, de dire voilà, c'est possible de faire comme ça. Ça veut pas dire c'est mieux, ça veut pas dire c'est moins bien, ça veut pas dire vous devriez faire pareil, ça veut dire c'est possible de faire comme ça. Si ça vous branche,
voilà, vous regardez ce que je mets, vous lisez ce que j'écris et on discute, vous me posez des questions, on en parle, moi je vous pose des questions. C'est possible. Ça, c'est la première chose, c'est la volonté de partager. Et après, il y a un autre truc aussi, c'est quand même par rapport à l'image de l'homme dans la parentalité, là, c'est plus vraiment une volonté d'exister, de faire exister le père bienveillant et le père respectueux et non violent en fait, comme une figure normale en fait de la parentalité. Et je pense que ça manque. Je me fais mon propre étendard un petit peu. Et ma dernière question, c'est justement, tu es un homme féministe, très féministe même. Moi je le sais parce que ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Comment est-ce que toi tu as envie de transmettre ces valeurs à ton fils ? C'est par plein de choses. C'est... La première chose, je pense que c'est le respect de tous, quel que soit leur genre, quelle que soit leur orientation, quelle que soit leur couleur de cheveux, leur longueur de cheveux, la couleur de leurs vêtements, le respect, la tolérance, accepter la différence. Et ça, je sais que c'est un travail qui est très très difficile, puisque même moi, je sais que j'ai encore beaucoup de travail pour être tolérant, et c'est un travail qui est sans fin, donc j'espère que je vais arriver à lui inculquer les bases. Oui, puis c'est vrai qu'il y a cette notion de consentement qui est pour moi centrale en fait dans toutes les interactions, et encore plus les interactions avec les filles, avec les femmes, puisque c'est quand même un sujet qui est très très central dans les questions hommes-femmes aujourd'hui. Et avec Gaspard par exemple, le consentement, on essaye de lui inculquer cette notion-là depuis tout petit. À chaque fois qu'on lui change la couche, on lui en parle, on lui demande en fait, on lui explique ce qu'on fait, qu'on touche son sexe, qu'on touche ses parties intimes, est-ce que c'est d'accord, est-ce que on peut y aller, il y a que toi qui as le droit de dire oui ou non, je peux y aller. Alors forcément pour l'instant il me répond pas, mais je pense que c'est important qu'il sache que c'est nécessaire qu'on lui pose la question. Et je pense que si nous déjà on fait ça, c'est pareil pour les cheveux, on lui a pas coupé les cheveux, c'est pas par volonté de lui laisser les cheveux longs pour qu'il ressemble à une fille, il y a aucune logique à ça. Et pour moi, on lui coupe pas les cheveux parce que pour l'instant, c'est pas nécessaire, ça ne le dérange en rien, et que je vois pas pourquoi on lui couperait les cheveux. Il a pas consenti à ça, il a pas forcément envie qu'on coupe ses cheveux, qu'on lui mette des ciseaux près de la nuque, près des yeux. Oui, et puis surtout si c'était une fille, on nous poserait pas la question. Et puis si c'était une fille, on se serait jamais posé la question, on lui aurait mis des chouchous en disant elle est mignonne. Donc à un moment, je vois pas la logique non plus. Et voilà, pareil pour ses vêtements, on lui achète des vêtements de toutes les couleurs, on lui dit vas-y choisis ton body pour aujourd'hui, s'il choisit le rose, je vois pas le problème. C'est toute une question de consentement et de choix en fait. Merci. Merci d'avoir écouté le Nid. Vous retrouverez toutes les informations de ce podcast dans la description. N'hésitez pas surtout à nous noter et à nous faire tous vos retours. On a hâte de lire vos commentaires et moi je vous dis à très vite dans un prochain épisode.